bonsoir à tous. À la une de ce journal, la multiplication des attaques terroristes dans le bassin du lac Tchad et à la frontière Cameroun-Nigeria suscite des inquiétudes sur la riposte multilatérale face à un ennemi commun. La lutte contre le terrorisme était au cœur des échanges entre l'envoyé spécial du président de la République du Nigeria et le chef de l'État du Cameroun. La quintessence de leurs échanges est à suivre au cœur de ce journal. Les populations de Njombe-Penja ont soif depuis plusieurs semaines. Un incident a créé une pénurie d'eau qui se pose avec acuité déjà depuis près d'un mois. Ces populations expriment leur ras-le-bol malgré les stratégies d'approvisionnement en eau à travers des camions citernes. La situation reste difficile et les risques de maladies hydriques sont élevés. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À Njombe, des habitants ont soif. Cela fait déjà près d'un mois que l'eau a cessé de couler dans les robinets. L'entreprise Kamwata invoque un incident qui est en cours de réparation. Pendant ce temps, les désagréments se multiplient dans le quotidien de ces populations. Elles doivent recourir à une eau de qualité douteuse pour étancher leur soif. Des camions citernes censés les ravitailler peinent à combler la demande assez importante dans cette localité située dans le département du Mungo, région du littoral. C'est le constat que font Jacquino Molon et Julienne Berthe-Bissaille dans ce reportage. Des interminables files d'attente pour se procurer de l'eau potable. C'est le quotidien des habitants de Njombe dans le Mungo. L'eau ayant cessé de couler dans les robinets depuis plusieurs semaines. Même une goutte d'eau, on n'a pas dans les tuyaux. Regardez comment nous sommes alignés. On bagarre pour avoir une goutte d'eau. Dans cette pénurie d'eau qui frappe Njombe, les établissements scolaires ne sont pas épargnés. Ici, le peu d'eau se partage au détriment des règles d'hygiène, déplore le corps enseignant. Les élèves viennent avec une bouteille, ils boivent peut-être 10 personnes avec de la salive, avec tout ce qu'on est demandé d'éviter, de prendre comme hygiène de la santé. On ne parvient pas à suivre. Ce problème de manque d'eau dans la localité de Njombe-Penja vraiment devient un impact surtout avec nos jeunes apprenants. Ils sont pour la plupart des fois amenés à l'infirmerie et pour consommer par exemple un comprimé, on leur demande de l'eau et ils n'en ont pas. Donc c'est vraiment un grave problème. Dans la quête du précieux liquide, la population est obligée de recourir aux eaux de sources douteuses et puits de fortune, les exposant aux maladies hydriques. Celui-ci a bouilli l'eau sale l'autre jour. Ça n'a pas fait 30 minutes, il a bu. Ça lui a donné le mal de ventre. Nous ne savons pas comment faire. Franchement, nous sommes dépassés le problème d'eau ici en Njombe. Nous ne savons pas comment on peut faire problème d'eau. Les enfants sont tombés malades à cause de l'eau. L'eau sale, tous ces enfants-ci. Mourant de soif, les populations de Njombe appellent l'exécutif municipal du coin et les pouvoirs publics à les offrir une eau potable de qualité et en quantité. Dans la ville de Douala, les travaux d'aménagement urbain ont aggravé le calvaire des populations. Sur l'axe Locpom-Rampoulin, dans le 5e arrondissement, des usagers respirent la poussière et effectuent un parcours de combattants sur ce chantier, sur une route en chantier depuis 3 mois, censé être réalisé en moins de 6 semaines. Les travaux sont aux arrêts, travaux interrompus depuis plusieurs mois déjà. Aucune explication officielle n'a été donnée et les populations broient du noir. C'est le constat que font nos reporters Cédric Chouna et Cédric Ding dans ce reportage. Le tronçon Makeperon-Poulin-Locpom dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Bienvenue sur 2,5 km de calvaire. Un calvaire que les populations riveraines, les commerçants de bord de route et les automobilistes subissent depuis bientôt 3 mois que les travaux ont été interrompus. Ils ont commencé en décembre. Ils ont commencé au niveau de Rond-Poulin, au carrefour même. La poussière est en train de nous déranger. Parce que moi, je ne suis pas censé laver les pommes chaque jour. Mais pour le moment, il y a la poussière. Il y a tellement la poussière, trop. Trop de problèmes. Depuis qu'ils ont commencé le travail, avant même de commencer le travail, on avait d'abord gâté la route. On a arrangé 6 mois, 3 mois seulement après.
La route est revenue à la case de départ. Ça nous pose trop de problèmes. Les voitures ne passent pas, nous on ne vend rien. Voici mon comptoir qui n'est même pas débâché. Il n'est même pas débâché parce que sur des bâches, tu ne vas pas vendre. Tout pourri. Pendant les heures d'affluence, c'est très embouteillé là. Il y a trop de poussière qui monte. Je suis obligé parfois de lever mon masque pour pouvoir respirer avant de traverser la zone. Une situation qui n'épargne personne, pas même les plus jeunes, accompagnés de leurs parents ou non, pour qui chaque matin est un nouveau combat. Nous sommes confrontés à une situation difficile parce que ce n'est pas évident pour nous d'utiliser la moto parce que la moto nous expose à des accidents. Mais nous sommes obligés de mettre 3 enfants sur la moto pour pouvoir accéder rapidement à l'école parce que la route est bloquée. Donc nos enfants sont en danger sur une route qui n'est pas encore construite, qui traîne à être construite. Je vous en prie, mettez nos enfants dans des situations agréables pour aller à l'école. Moi, je souhaite vraiment que l'autorité mette la pression derrière cette société pour qu'elle puisse vraiment finir la route, pour que nous on soit à l'aise. On arrange la route, si on avait fini d'arranger, nous on serait tranquille dans notre coin, on serait en train de vendre nos machines tranquillement. Dès qu'ils commandent, il faut qu'ils accélèrent et pour que la population ne souffre pas. Pour partir seulement de Andem pour ici, c'est le problème. Quand ils commencent à couper la route, c'est le problème. À côté du brouillard poussiéreux que chaque passage d'engin soulève, faisant planer le spectre de la maladie sur les riverains, se dresse une autre problématique, celle de l'augmentation drastique du coût du transport. Les embouteillages, tu perds le temps dans ton business. Si tu sors, tu dois être là peut-être dans 30 minutes. Tu vas y arriver 1h30 après. On n'arrive pas à bien sortir. Tu te retrouves en train d'aller à Bonamoussa, au lieu de payer 300, tu payes 500 parce que tu vas faire le contour par contre. Un peu plus loin, au lieu d'Ibonabassène, c'est une route bien pavée qui a été livrée au plus grand bonheur des usagers. Pourtant ici, le chantier a été entamé bien plus tard. Au carrefour Rond-Poulain, la montagne de pavés qui obstrue un trottoir quasi inexistant et des panneaux de signalisation gisant à même le sol sont les seuls vestiges du temps où sur cet axe, les travaux battaient leur plein. Sur les raisons qui expliquent l'arrêt des travaux, la délégation régionale du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, contactée par Equinox Télévision, n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Et ce, malgré les tentatives répétées d'obtenir une entrevue, ce qui jette encore un point d'interrogation sur la date probable de livraison de cet axe routier qui mettrait fin en même temps au calvaire poudreux des habitants de cette partie de la ville. Human Rights Watch s'exprime pour la première fois sur les massacres survenus à Maoutou dans le chaudron de la crise anglophone, alors que l'armée camerounaise dément des images faisant état de massacres des civils. Human Rights Watch affirme que près de 9 civils ont été tués durant une intervention militaire, une thèse réfutée par l'armée camerounaise. Je vous invite à suivre les points saillants de l'enquête menée par Human Rights Watch, points saillants présentés par Jean-Paul Chouniat. Dans un rapport publié sur son site, l'ONG Human Rights Watch accuse des soldats de l'armée camerounaise d'avoir massacré au moins 9 civils au village Maoutou, dans la région en crise du sud-ouest. Tuer des civils et piller leurs maisons au nom de la sécurité sont des graves violations des droits humains qui alimentent les cycles de violence et d'abus dans les régions anglophones du Cameroun, déclare Ida Sawyer, la directrice adjointe de la division Afrique chez Human Rights Watch. Cette ONG internationale fonde ses accusations sur des témoignages de 17 personnes qu'elle a interrogées, dont 5 seraient des proches des victimes. Human Rights Watch affirme aussi que Médecins sans frontières déployés à Maoutou a soigné 4 personnes blessées par balle, dont un enfant. Cette ONG fonde en partie la véracité des faits sur la liste de 9 personnes tuées, obtenue auprès de 4 sources différentes. Des éléments de preuve dont les conclusions ont été transmises au porte-parole de l'armée. Le capitaine de frégate Serge Cyril Aton Fangemo nie en bloc les preuves d'homicides illégaux, soutenant qu'elles ont été fabriquées. Cet officier supérieur de la Marine nationale reconnaît tout de même que des éléments du 21e bataillon d'infanterie motorisée avaient conduit une opération au village Maoutou sans toutefois tuer et blesser des villageois. Ce 10 janvier-là, écrit Human Rights Watch, une cinquantaine de militaires étaient entrés à pied à Maoutou vers 14 h et ouvert le feu à l'aveuglette sur des civils en débandade, tuant une femme de 50 ans et une fillette de 6 ans. Des informations selon Human Rights Watch, confirmées par des organisations camerounaises de la société civile, notamment Center for Human Rights and Democracy in Africa de Maître Akborbala Congo et le réseau de défense des droits humains en Afrique centrale.
Et pour faire toute la lumière sur ces meurtres dans une zone où fourmillent des groupes armés séparatistes, eux aussi responsables de nombreuses exactions sur les populations civiles, Human Rights Watch, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, exige une enquête internationale indépendante. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les autorités camerounaises à traduire en justice les présumés responsables de ces assassinats pour répondre de leurs actes. Sur un autre front de guerre contre le terrorisme, l'intensification des attaques de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad et à la frontière Cameroun-Nigeria suscite de grandes inquiétudes sur le niveau de coordination d'une riposte multilatérale face à un ennemi commun. Cette lutte contre le terrorisme transfrontalier était au cœur des échanges entre le président camerounais Paul Biya et l'envoyé spécial du président de la République fédérale du Nigeria. L'ambassadeur Joseph Keshi est venu également solliciter le soutien du Cameroun pour la candidature du Nigeria au poste de commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Ces élections sont prévues samedi prochain en marge de la session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. L'entretien entre le chef de l'État du Cameroun et le diplomate nigérian a duré une quinzaine de minutes selon la présidence de la République. Des jeunes de plus en plus vulnérables aux pirates sur les systèmes de communication électronique. Les données officielles pointent une nette progression des attaques visant des couches sociales très exposées, notamment sur les réseaux sociaux et sur Internet. Un constat alors que la généralisation de l'usage de ces moyens modernes appelle à une adaptation des utilisateurs. Le gouvernement et les acteurs de la société civile entendent mettre sur pied une stratégie commune pour faire face à la cybercriminalité. Explication avec Donald Brice Kamgan. Les jeunes sont les plus connectés, WhatsApp, Facebook, Twitter. Mais savent-ils que les hackers, spammers et autres cybercriminels sont aux aguets sur le net? Pas toujours. Alors nous avons constaté que la jeunesse camerounaise est aujourd'hui la première cible des cyberattaquants ou alors des cybercriminels. Donc les étudiants naturellement constituent aujourd'hui une proie facile. Une proie facile car la généralisation de l'usage des moyens de communication électronique observée ces dernières années au Cameroun ne s'accompagne pas d'une connaissance conséquente des menaces que regorge la toile. En 2019, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication a recensé 20 050 de spams ayant visé des entreprises, mais aussi des personnes physiques, et notamment des jeunes. Une école d'ingénieurs comme la nôtre, l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, ne peut que soutenir et puis encourager l'action de l'Antique et puis de APUS. Oui, l'objectif déjà est de parcourir l'étendue du territoire selon les moyens que nous aurons à notre disposition pour sensibiliser toutes les couches de la société, toutes les classes sociales, parce que tout le monde est un acteur du cyberespace. Tout le monde utilise le cyberespace, donc tout le monde doit être sensibilisé aux bonnes pratiques cybernétiques. À cette conférence, à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, les interventions des experts en cybersécurité et sécurité des systèmes d'information donnent de la matière à surfer sur la vigilance. Grâce à ces conférences, nous voyons les différentes méthodes de nous protéger face à ces gens, les différentes règles et aptitudes à adopter. Personnellement, j'essaie un maximum d'adopter des bonnes pratiques concernant l'utilisation des réseaux sociaux, comme par exemple la non-diffusion des informations personnelles sur les réseaux sociaux. Le cyberespace est aussi une fenêtre d'opportunité à saisir. La campagne nationale de cybersécurité lancée à Polytech à Douala a démarré par la présentation de ce double visage de la toile, une initiative complémentaire à la campagne nationale lancée par le ministère des Postes et Télécommunications en décembre 2020. Les conseils pour adopter les bonnes pratiques cybernétiques. Les populations peuvent-elles enfin dormir en paix dans la ville de Douala? Un présumé gang de malfrats a été mis hors d'état de nuire. Il terrorisait dans certains quartiers de la capitale économique du Cameroun. Leur mode opératoire expliqué dans ce reportage signé Innocent Abega et Cédric Ding. Les habitants de la ville de Douala pourront dormir un peu plus en sécurité. Les différentes opérations menées par la Légion de gendarmerie du littoral
dans la lutte contre la grande criminalité auront permis aux hommes du colonel commandant la Légion de gendarmerie du littoral, Pierre-Aimé Bikele, de mettre hors d'état de nuit un gang qui semait la terreur dans la région de l'Ouest et qui avait pour projet de déporter ses activités dans le littoral. Pieds et poings enchaînés, les dénommés Wang Sigil, alias Oxygène, repris de justice et multirécidivistes, ainsi que ses complices Njokwe Donar, Béa Moïse, Kago Edouard et Mfou Emmanuel ont été présentés à la Légion de gendarmerie du littoral après s'être fait mettre le grappin dessus suite à un braquage mené dans la ville de Bafang où ces derniers avaient dépouillé une famille d'une importante somme d'argent et de bijoux de grande valeur. Njokwe Donar, Béa Moïse, Kago Edouard et Mfou Emmanuel se feront tout d'abord interpeller par les éléments de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord au lieu d'Inkonsung. Viendra ensuite le tour de Wang Sigil, alias Oxygène, qui lui avait pris la direction de la ville de Douala dans l'optique de se procurer de nouvelles armes auprès de leur présumé fournisseur, le nommé Acho Achidi Wilfried, âgé de 43 ans, militaire et repris de justice. Par la suite, ce dernier projetait de recruter le nommé Hatsan Pierre, alias Shaki, afin d'opérer un nouveau casse. Ces derniers avaient dans leur besace au moment de leur interpellation 2 pistolets de fabrication artisanale, 9 munitions de calibre 12 mm, un fusil à pompe de marque Benelli et des ficelles afin de ligoter leurs victimes. Une belle brochette de criminels pour qui la cavale prend fin et qui ne troubleront plus la quiétude d'honnêtes citoyens. La problématique de la préservation de l'environnement préoccupe des universitaires à Marois, dans le Septentrion, là où les populations font face au changement climatique et ses effets sur l'agriculture. Quelle stratégie le gouvernement doit-il adopter face à cette situation de plus en plus inquiétante? Élément de réponse dans ce reportage. À Marois, dans la région de l'extrême nord, la pollution plastique est de plus en plus envahissante. Ces matières écument les principales rues, en plus des ordures ménagères. Ici, des fines couches de particules et des déchets d'usines pourrissent la vie des populations. Nous avons une forte pollution de particules fines dans la ville de Marois. Vous vous réveillez au matin, vous voyez la brume. Vous avez l'impression que c'est la brume. En réalité, c'est souvent des particules fines qui sont très nocives pour la santé. En plus de favoriser le développement de certaines maladies, telles que les cancers du poumon et des malformations congénitales, la pollution atmosphérique est parfois source de conflits. Dans l'idée même du vivre ensemble, il y a déjà la notion de l'habitabilité de l'environnement que nous occupons. Et nous sommes conscients de ce que beaucoup de conflits récents sont dus à des crises climatiques et la raréfaction des ressources. Lorsqu'on pollue l'environnement à Marois, c'est qu'en fait les répercussions sont nationales d'abord mais internationales. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que les vrais pollueurs qui sont les occidentaux, quelle qu'en soit la forme, où ils nous envoient leurs déchets, le résultat, les conséquences ils auront aussi des retombées. Face aux effets dévastateurs de la pollution sur l'environnement dans la région de l'extrême nord, des scientifiques venus des 10 régions du pays sont réunis à Marois afin d'élaborer et de proposer des meilleures stratégies de communication et de sensibilisation adaptées aux populations locales. Nous devons faire en sorte que nos populations puissent avoir une perception à travers peut-être des campagnes de sensibilisation, mais aussi que même les définitions que nous proposons de ces phénomènes soient adaptées à la compréhension et à l'appropriation que les populations pourraient en faire. Donc nous ne devons pas tout simplement produire des normes, produire des politiques ou bien des recommandations. Nous devons aussi décrire le vécu des populations et à partir de là, essayer de comprendre comment ces populations elles-mêmes peuvent contribuer à sauvegarder leur environnement. Les universitaires réunis à Marois espèrent du gouvernement une meilleure implémentation de ces propositions pour lutter efficacement contre la pollution atmosphérique dans le Septentrion.
Dans le reste de l'actualité, le professeur Maurice Kamto annonce des poursuites judiciaires contre tout individu convaincu de distraction des fonds dans l'opération Survie Cameroun. Dans une sortie médiatique, le leader du MRC regrette que le premier audit commandé n'ait pas pu justifier le gap affiché sur les plateformes financières et le montant effectivement utilisé pour les actions sur le terrain. Pour Maurice Kamto, un deuxième audit sera réalisé afin de clarifier l'utilisation des fonds issus de l'opération Survie Cameroun. Je vous invite à l'écouter. En date du 29 janvier 2021, sur la note de synthèse de ACDB Consulting, l'équipe d'ingénieurs informaticiens ayant créé la plateforme de collecte des fonds de SCSI en avril 2020 et qui en assure depuis lors la gestion, la maintenance et le développement, a émis des réserves sérieuses sur la crédibilité du travail effectué par le cabinet d'audit. Ces réserves sont fondées à la fois sur la méthode et les conclusions. L'équipe des administrateurs fait observer qu'elle n'a pas été entendue par les auditeurs du cabinet ACDB Consulting et s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'éditeur du logiciel utilisé sur les plateformes de collecte n'a pas non plus été entendu ni contacté par l'auditeur ACDB Consulting. L'équipe des administrateurs du site déclare ne pas comprendre qu'aucune mention ne soit faite de l'audit technique interne réalisé par ses soins en octobre 2020 au sujet du différentiel et mis à la disposition du président du comité de gestion, alors même que cet audit interne était nourri, entre autres, par le retour de l'un des éditeurs de logiciels. Je constate qu'au lieu des clarifications attendues de l'audit commandité par SCSI, la situation actuelle est plutôt source d'une confusion malsaine. Une telle situation ne saurait perdurer. Il me revient par conséquent, en tant qu'initiateur de l'initiative SCSI, d'y mettre un terme. Un état des lieux de l'opération SCSI s'impose afin d'apporter de manière définitive toute la lumière sur la situation. Dans cette perspective, j'ai décidé, pour commencer, de donner un mandat au cabinet Ernst & Young, l'un des 4 plus grands cabinets d'audit et de conseil au monde, pour évaluer les systèmes d'information afin d'établir clairement les raisons de l'écart d'un montant d'environ 330 000 € observé entre les chiffres affichés par les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes encaissées par les opérateurs Stripe et PayPal et reversées dans le compte bancaire de SCSI. Dans ce cadre, l'accent sera initialement mis sur la fiabilité des informations et des procédures SCSI, des plateformes de collecte jusqu'au transfert des fonds sur le compte bancaire utilisé par SCSI. Par ailleurs, et ce dans la suite de mon message de fin d'année, je mets formellement un terme à compter de ce 3 février 2021 à toutes les activités de l'initiative SCSI. En tant que... Vous venez de suivre donc un extrait de cette sortie médiatique du professeur Maurice Kamto, initiateur de l'initiative Survie Cameroun, annonçant un deuxième audit. Et concernant le mouvement pour la renaissance du Cameroun, son premier vice-président est au bureau du greffier de la prison centrale de Yaoundé. Selon son avocat, il pourrait être libéré ce soir, ont-ils indiqué les avocats qui assistent Mamadou Mota, qui avait été condamné à plusieurs mois de peine de prison et qui pourrait retrouver la liberté ce soir. Selon ses avocats, il serait dans le bureau du greffier de la prison centrale à Yaoundé.
Dans l'ombre de la pandémie du coronavirus, le cancer continue de sévir au Cameroun. Selon l'OMS, plus de 16 000 cas de cancer ont été diagnostiqués en 2018 avec près de 10 000 décès. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, les médecins tirent la sonnette d'alarme sur une recrudescence des cas de cancer du foie et même des ovaires ces dernières années au Cameroun. Ils appellent à un dépistage précoce pour limiter les dégâts. D'autres explications avec Nadine Yambou. Service oncologie de l'hôpital La Quintini de Douala, des malades atteints du cancer affluent au quotidien. Ici, plus d'une vingtaine de personnes sont dépistées malades chaque jour. On a en moyenne 15, voire 20, voire 25 consultations par jour de cas, de nouveaux cas de malades de cancer. Même en matière de chimiothérapie, par exemple, que nous en faisons près d'une trentaine par mois. Comme dans bien d'autres formations sanitaires à travers le pays, le taux de mortalité par cancer évolue de façon exponentielle. L'OMS estime à un peu plus de 10 500 le nombre de décès enregistrés en 2018 au Cameroun, sur un peu plus de 16 000 malades diagnostiqués la même période. De l'avis des spécialistes de la santé, l'augmentation du nombre de ces décès résulterait tout simplement d'un dépistage tardif. Donc je pense que c'est un problème d'information peut-être un problème de communication, mais les décès sont dus au fait que les malades viennent à l'hôpital, ils viennent consulter tard. Au-delà des cancers du sein, du col de l'utérus chez les femmes et le cancer de la prostate chez les hommes, les plus fréquents au Cameroun, les spécialistes de la santé alertent sur une recrudescence des cas de cancer du foie ces dernières années dans le pays. Si les causes des cancers varient en fonction des facteurs de risque tels que les infections virales, urogénitales, désordres hormonaux ou encore facteurs génétiques et même l'âge, les médecins précisent que de nombreuses vies ont pu être sauvées grâce à un dépistage précoce. En 2013, une femme qui s'était fait diagnostiquer pour un cancer du sein en 2007, depuis plus de 7-8 ans aujourd'hui, le cancer des ovaires. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer ce 4 février, les spécialistes de la santé appellent les populations à adopter une hygiène de vie saine, à pratiquer du sport et se faire dépister régulièrement chez un médecin. L'amélioration de la qualité du service électrique exige des investissements importants. Pour relever ces défis, l'entreprise Eneo vient de lever sur le marché bancaire près de 100 milliards de francs CFA. Une opération financière déterminante dans sa stratégie d'investissement dans le secteur de la production et la distribution de l'énergie électrique. Reportage. Renouvelé le 1er novembre 2018 à travers l'avenant numéro 3, le contrat 4 de concession entre l'État du Cameroun et l'entreprise Eneo permet à la filiale du groupe Actis d'exploiter les segments production et distribution dans le secteur de l'électricité au Cameroun. En clair, il est question pour Eneo Cameroun d'assurer la fourniture en énergie électrique à près d'1 500 000 clients actifs, soit autant de ménages et entreprises raccordées au réseau de manière sécurisée. Afin de mener à bien cette mission, en accélérant le développement du service de l'électricité, Eneo Cameroun vient de lever 100 milliards de francs CFA auprès des banques locales. Les Camerounais devraient très rapidement voir les premiers résultats de ces investissements avec une amélioration de la qualité de service, avec un changement des poteaux en bois le long des routes, avec une amélioration de la relation clientèle, avec des énergies renouvelables qui vont fleurir sur certaines de nos centrales. Donc voilà, 100 milliards qui seront bien utilisés. 8 banques au total ont été mobilisées, notamment SCB Cameroun, dont la contribution est évaluée à 5% du montant global. Bisec et Commercial Bank, 7% chacune. Ecobank, 11%. Citigroup, 12%. Afriland First Bank, 15%. Société Générale Cameroun, 20%. Et BGFI Bank, 23%. La signature des accords avec ces établissements bancaires s'est faite à Yaoundé.
C'est une transaction historique, 100 milliards de francs CFA que nous mettons à la disposition de Eneo pour leur permettre de continuer à croître, de continuer à investir dans le réseau de distribution. Il était normal que nous répondions présents aux côtés de la structure Eneo et nous allons continuer à répondre présents parce que cela fait partie de notre stratégie de développement du Cameroun, parce que nous avons confiance au Cameroun. Eneo Cameroun ambitionne d'améliorer la qualité de ses services. Pour cause de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest par exemple, la production des poteaux en bois a connu un ralentissement. Si 35 000 poteaux environ ont été remplacés en 2020, l'entreprise entend faire plus en 2021 à travers notamment l'installation de poteaux métalliques. La lutte contre la fraude électrique figure également parmi les priorités de Eneo Cameroun. Les pouvoirs publics, garants du bien-être et du mieux-être des populations, promettent d'accompagner Eneo dans la réalisation de ses objectifs. Outre la lutte intensive contre la fraude, l'amélioration de l'équilibre financier et structurel du secteur de l'électricité à travers l'appurement progressif des dettes croisées entre les opérateurs du secteur demeure l'une des priorités du gouvernement. Selon l'avenant numéro 3 du contrat cadre de concession, Eneo, sur une période de 10 ans, doit augmenter de 20% le taux d'accès à l'électricité au Cameroun. Sur le terrain, les équipes s'activent. Les 100 milliards de francs CFA levés auprès des banques locales donneront certainement un coup d'accélérateur à l'engagement de Eneo Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, les populations du littoral de manière globale et du département du Oncam, pour la ville de Bafouan en particulier, peuvent désormais dormir tranquilles parce qu'un gang de présumés braqueurs a été mis sous détention par la Légion de gendarmerie du littoral. Ce sont les fins limiers de cette Légion de gendarmerie qui ont réussi à mettre la main sur ces présumés braqueurs avec un important arsenal qui leur permettait de terroriser les populations dans la région de l'Ouest et il s'apprêtait à se ravitailler à nouveau en armes auprès d'un homme en tenue retraité, comme vous avez pu le voir en image dans ce reportage, d'où des questionnements et des interrogations sur la circulation des armes à feu dans les principales villes du Cameroun. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir. Deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est Jalan. Bon week-end à vous, Cédric. Je vous souhaite également un agréable week-end. Alors de vous lundi 20h. Dans un instant, donc, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir.